Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous propose de replonger dans le monde étrange et un peu dérangé des adaptations animées de jeux vidéo. Mais cette fois on va remonter plus loin en arrière qu'avec Sonic Boom. Je ne vais d'ailleurs pas vous chanter le même refrain que lors de l'introduction de ma vidéo susmentionnée. Mais en gros, à l'aube des temps où le médium de l'animation était une contrée nouvelle pour les jeux vidéo, ce sont surtout des adaptations un peu bizarres, pour en dire le moins, qui ont pullulé. C'est pourquoi entre les années 80 et 90, on a surtout eu des adaptations aujourd'hui souvent tournées en dérision. Faut dire qu'elles tendent un peu la perche aussi. Le jour où Bison a honoré votre village était sans conteste le plus important de votre vie. Mais pour moi, c'était un jeudi. J'adore ce film. Au moins ça donnait du beau potentiel nanar, côté Mario comme côté Sonic. Mais il se peut que ce soit surtout le cas avec ce bon vieil Donkey Kong. Donkey Kong Country est une série diffusée en France entre 1996 et 2000 approximativement. C'est d'ailleurs une coproduction française, donc cessez de suite de vous moquer. Il faut admirer la rapidité avec laquelle cette série a été envisagée, sachant que le jeu vidéo Donkey Kong Country est sorti 2 ans avant, en 94. Par contre, pour ce qui est du travail d'adaptation, visiblement c'est une autre histoire. J'ai donc décidé de refaire un petit tour du côté de chez Swan, et puis de cette série tant qu'à faire au passage. Mais bon, ça veut dire non seulement que je vais devoir me renseigner sur cette série et me préparer à donner un avis, mais aussi que je vais devoir me farcir la quarantaine d'épisodes qui la constituent. Je sais pas si j'y arriverai tout seul. Halte là! Ah! Oh bon sang, c'est toi cinéphile armoricain? Tu veux me faire avoir une crise cardiaque? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit qu'on ferait cette vidéo sur les femmes les plus sexy de la Jap Animation plus tard. Attends, tu te moques de moi là. Dès l'instant où j'ai appris que t'allais faire une autre vidéo sur les adaptations de jeux vidéo en série, j'ai couru jusqu'ici aussi vite que j'ai pu. T'allais quand même pas faire ça sans moi. Oh. Eh bien, oui, remarque, tu ne serais pas de trop. J'avais pas envie de m'infliger la série Donkey Kong tout seul en fait. Eh bien voilà, nous sommes d'accord. Alors parlons de... Attends, quoi? T'as bien dit la série Donkey Kong? Oui, Donkey Kong Country. Et tu vas en parler avec moi. Tout bien réfléchi en fait. Je crois que je suis parti tellement vite de chez moi que j'ai oublié de terminer mon dernier tome de Berserk, alors je vais pas me taper la cruche. Très bien tout le monde, voici notre chronique sur la série Donkey Kong Country, avec la participation du cinéphile armoricain. Oh merde. Alors, commençons par les fondamentaux. Cinéphile? Très bien. Bon. Le jeu vidéo est une activité ludique qui consiste à interagir via une manette le plus souvent, une console de jeu et un écran auquel la console est branchée, et sur lequel s'affichent les données du jeu par le biais d'une cartouche, d'un CD ou à partir de données dématérialisées. Voilà, maintenant que vous êtes plus instruit, Donkey Kong Country. Dans les années 90, une série télévisée entièrement en 3D fut commandée pour le gorille le plus populaire du monde vidéoludique, Donkey Kong. Il était temps qu'il ait son adaptation, sachant qu'il a été, après tout, la première icône aujourd'hui mondialement connue de Nintendo, avec son jeu d'arcade en 1981, avant même Mario, encore prototype sous le nom de Jumpman à l'époque. Mais il a fallu donc attendre que Donkey Kong ait son propre jeu à succès, Donkey Kong Country, ou si seulement lui et son pote Didi... Non, pas celui-là, Didi... Oh Nick, ça suffit maintenant. Désolé. Bref, il a fallu attendre que Donkey Kong s'impose sur ce terrain en solo. Enfin, presque, pour s'imposer en solo côté télévision. Et tout comme le jeu vidéo, c'est du relief qui est placé dans l'animation. La 3D était encore un terrain nouveau à explorer à l'époque, une technologie révolutionnaire, avec Pixar notamment pour débroussailler le terrain. Il fallait donc bien se distinguer à son tour des productions en 2D sur le petit écran. Et ça, pour se distinguer, pour sûr qu'elle se distingue. Générique. Bon, veuillez me pardonner, c'est à cause des soirées dîner télé avec mes parents qui choisissaient tout le temps le programme, mais ce générique me fait beaucoup trop penser à... J'en reviens pas d'avoir fait cette comparaison. Je vais aller me pendre, je te repasse la main cinéphile. Bon, alors, voici Donkey Kong Country. Une série créée et supervisée par un studio canadien, en réalité, puisqu'un autre studio a pris la relève pour la deuxième saison. Une des toutes premières séries d'animation full 3D à s'être fait pleinement connaître du public, et encore connue aujourd'hui.
Comme on le disait, c'est une coproduction française, et ça doit expliquer qu'à l'époque, mine de rien, il y avait une assez forte promo autour de cette série, ne serait-ce que grâce au bloc de programme DKTV sur France 2. En gros, c'était un peu l'équivalent de sa cartoon, avec des dessins animés séparés par des interventions de Donkey Kong et sa clique, interagissant avec des acteurs réels. Et l'air de rien, ça a duré 5 ans, avec plusieurs déclinaisons, avant de se faire remplacer par KD2A. L'ironie étant pourtant que la majorité du casting VF de la saison 1 est québécois, et que la saison 2 a attendu la sortie en DVD pour avoir une VF. Une VF complètement différente, à part pour Donkey et Funky Kong. Et aujourd'hui, elle est connue surtout car elle s'est constituée une réputation atypique. C'est une série qui a aussi comme mérite d'être un pionnier de la performance capture, puisque le studio en charge de l'animation, Media Lab, s'est chargé de faire jouer des acteurs pour la gestuelle de nos macaques préférés du jeu vidéo. Forcément, on n'était pas encore autant de la qualité Andy Serkis, mais faut reconnaître à la série d'avoir voulu explorer un territoire aussi peu connu d'alors. Car oui, je tiens à mettre les choses au clair, quand je me suis lancé dans la conception de cette vidéo, je me suis imposé une règle, c'est de ne pas me contenter de dire « Ouah, c'est laid !» Il y a déjà des dizaines de vidéos et d'avis se chargeant de se moquer de l'animation sur tous les aspects possibles, et je ne voulais pas me contenter de sombrer dans la moquerie gratuite. Encore une fois, cette série a été produite à l'aube de l'avènement de l'animation CGI, et avec un budget télé, ce qui veut dire que de toute évidence, on ne pouvait pas s'attendre à la qualité d'un Pixar, dont les premières productions ont elles-mêmes pris un certain coup de vieux d'ailleurs. Oui, enfin, certains plus que d'autres. Mille et une pattes, je le relance toujours sans que ça ne me pique les yeux. Ouais, enfin, pour rappel, ça c'était un chien pour eux en 1995. Bref, je peux certainement reconnaître l'ambition et le petit côté spécial que le choix de la motion capture apporte. Je veux dire, au moins les personnages sont expressifs. Un peu trop d'ailleurs. Mais bon, c'est sûr qu'on ne peut pas non plus fermer les yeux sur tout. Les textures sont pauvres, les environnements sont dépouillés, la gestuelle est peut-être expressive mais jamais crédible, et on s'est interrogé plus d'une fois sur certains choix. C'est qu'un détail, mais par exemple, je ne sais pas si ça c'est des yeux ou des pupilles. Et si ce sont des pupilles, pourquoi elles se ferment et pas leurs yeux? Enfin bon, voilà, c'est un peu inconstant. En fait, le problème, c'est qu'on le sent ce budget restreint, qui accompagne la technologie pourtant ambitieuse. Et on s'est demandé si un éventuel manque d'expérience de l'équipe n'a pas joué également. Déjà, la galerie de personnages récurrents, qui sont au nombre incroyable de 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin, ils sont un peu plus d'une dizaine, et on se rend compte assez vite, en regardant la série, à quel point cet univers est pauvre de vie. Quand on joue aux jeux vidéo, on se rend compte de la faune et de la flore luxuriante de la jungle de Donkey, mais rien de tout ça ici. Les animaux autres que les reptiles et les singes plus un oiseau n'existent pas dans cet univers. Sur cette grande île, t'as encore moins de singes résidents qu'il y a de personnages dans Ed, Edd et Eddy. Surtout que la plupart des nouveaux personnages sont des copier-coller des principaux, mais avec un skin différent. Eddy, l'abominable singe des neiges, c'est complètement un Donkey Kong albinos, sans parler des reptiles pirates qui sont constitués de clones de King K. Rool, de Clump et d'un Kremling. C'en est même hilarant dans la mesure où, justement, il y a un épisode dévoilant que le chef des pirates était en fait le frère de Clump, les deux étant séparés depuis des années. Tu crois que pendant la production, ils ont regardé les designs et se sont dit que le copier-coller était si évident qu'on pouvait faire un truc comme ça pour justifier? Et bah si c'est le cas, du coup, j'aurais aimé avoir une saison 3 où on apprend que ce pirate est frère de K. Rool. Comme on le disait, la gestuelle est peut-être ridiculement expressive. Et pourtant, il y a d'autres fois où les personnages décident d'être raides comme s'ils avaient un baobab dans le fondement. Donne la noix de coco. Villa Coco, bang, bang, bang. Reviens ici, sale petit singe de poche. Rends-moi la noix de coco. Bouger. Cet univers ne vit pas, il ne respire pas, et il ne réussit jamais à camoufler ses limites de moyens pour se construire un monde crédible, ou même en tirer parti afin d'en faire un challenge qui leur permet de créer une mise en scène à partir de peu de moyens. C'est juste générique en termes de direction. Sauf durant les numéros musicaux où la caméra décide subitement de devenir complètement fofolle. Sans blague, qu'est-ce que c'est que ces angles bizarres? Ces mouvements de caméra, ces plans déambulés sans queue ni tête, ces cadrages propices au cauchemar même pour les persos de Berserk. Et ces gros plans, bordel! Ces gros plans! Ah, j'ai mon nouveau fond d'écran. C'est assez marrant de voir ce qu'ils ont tenté de reproduire avec ce qu'ils avaient sous la main, au point que ce soit souvent aux fraises, comme ces travelling jusqu'au repère de King K. Rool, qui n'ont rien à montrer. D'ailleurs, on a évoqué les numéros musicaux, mais on va y revenir. Il y a trop de trucs à dire dessus. La saison 2 ne marque pas une nette amélioration non plus, malgré des designs et textures un peu différents. Donc Cranky qui a l'air d'être fait en chocolat? Oui, c'est ça, en chocolat, c'est ce à quoi je pensais, en chocolat bien sûr, oui. Et quand j'y pense, on n'a pas parlé de la base quand même, l'histoire globale. Le fil rouge est simple, King K. Rool, l'ennemi juré de Donkey Kong, cherche par tous les moyens à mettre la main sur la noix de coco en cristal de l'île de Congo Bongo, afin d'en devenir le régent suprême, et Donkey Kong, en tant que futur roi, est chargé de l'en empêcher à tout prix.
En gros, imaginez Plankton essayant de voler la recette du pâté de crabe, mais en beaucoup moins divertissant. Quelque part, on pourrait se contenter de vous dire que l'univers et les intrigues de cette série, c'est une longue succession de pourquoi et de comment, ou encore de ça n'a pas le moindre sens. Comment King K. Rool peut-il espionner les activités de Groucha et Clump aux quatre coins de l'île avec son téléviseur, tel un ancêtre de Syndrome? Pourquoi le vieux Cranky est-il le garde de la noix de coco en cristal alors qu'il montre plusieurs fois son incompétence à la garder, tout en se reposant sur Donkey Kong pour la récupérer? Est-ce que la banane est la monnaie courante et la nourriture principale des environs? Qu'est devenu le robot à l'image de Candy enlevé par le Yeti? Et je suis même pas sûr que j'ai envie de connaître la réponse en fait. Moi, je sais, il veut faire un spin-off de Ex Machina. Est-ce qu'il y a d'autres singes ou animaux bipèdes dans ce monde? À qui sont destinés tous les tonneaux de l'usine de Bluster? Est-ce que le premier épisode veut délivrer une morale sur la puissance des chauves? À force de trop réfléchir, et Dieu sait que cette série s'échine à vouloir débrancher ton cerveau, on finit par s'apercevoir quand même que les fondements de cet univers sont extrêmement inconsistants. Moi, ce qui m'a frappé avec cette série, c'est que sur certains aspects, j'ai l'impression qu'elle fait un peu ancêtre de Sonic Boom. On a le côté un peu sitcom, K. Rool qui fait souvent méchant plus pathétique que réellement menaçant, parfois les intrigues sont plus relaxes, plus portées sur la profusion de gags, avec même des tentatives de parodie ou de satire. J'ose le dire, il y a quelques concepts assez amusants en tant qu'épisode de série sitcom, et les scénaristes peuvent parfois tirer quelques très bonnes répliques du bourbier. Un film produit et réalisé par moi, Blaster. Tu vois, je te l'avais dit que les scénaristes comptaient pour des cacahuètes. Pour moi, ça prouve qu'il y avait une sorte de potentiel en tant qu'ancêtre de Sonic Boom, mais de la même manière que la technique, les scénarii montrent eux aussi rapidement leurs limites. On pourra reconnaître que tout était propice à expérimenter, mais plus d'une fois, on sent qu'il manque la substance nécessaire pour tenir sur toute la durée. Parce que les épisodes sont assez généreux de ce côté-là, ils font tous 22 minutes en excluant les deux génériques, ce qui est pas mal. Mais ça l'est moins quand les scènes s'étirent et que tous les moyens sont bons pour atteindre le quota. On a le choix, ainsi certains épisodes ont une écriture répétitive de manière interne, où les personnages doivent agir comme des crétins attardés pour pousser artificiellement l'intrigue à durer plus longtemps. Et ça pour être crétin, putain, qu'est-ce qu'ils sont crétins! Tenez, prenez l'épisode où Didi refuse de se faire vacciner contre une maladie se propageant sur l'île de Congo Bongo. Et je vous laisse les blagues évidentes. La dernière partie de l'épisode est basée sur un dilemme, à savoir soit Donkey Kong va récupérer le remède pour sauver Didi de la maladie, soit il empêche King K. Rool de faire sauter toute l'île. Décidez-vous, le temps presse. Qu'est-ce qui est le plus important? La vie de votre petit camarade ou Congo Bongo? Oh non, mais que va pouvoir-t-il faire alors qu'il est tout seul et ne peut pas faire les deux choses en même... Mais qu'est-ce que je raconte? Bande de demeurés, vous envoyez Donkey vers K. Rool et vous envoyez n'importe qui d'autre chercher le remède. Vous êtes plusieurs, bordel! Mais non, jamais une telle idée ne leur traverse l'esprit, c'est Donkey Kong qui doit faire tout seul, évidemment. Et quand des conneries de ce genre se répètent tout le long des 40 épisodes, croyez-moi, c'est assez pénible. Mais bien entendu, le meilleur moyen pour gagner du temps, ça reste les fameuses chansons. Oh oui, il est temps d'en parler. Les chansons de Donkey Kong, c'est un vrai festival du slip. Et il y en a pour tous les goûts, puisqu'en effet, pratiquement tous les styles musicaux connus de l'homme se font joyeusement massacrer en fanfare. On a le rock, le disco, le blues, le hard rock, et bien évidemment le rap. Chacun y trouvera son compte, surtout avec des interprétations aussi collector. Sans rire, la voix chantée de Donkey Kong, il faut l'entendre pour le croire. Je vois des bananes quand je regarde dans tes yeux. La noix de coco dans ton sourire radieux. J'admets tout de même que certaines chansons me font légitimement marrer dans ma grande faiblesse. Surtout celle-là, dont je ne me lasse pas. Avant j'étais leur idole, maintenant je suis un lâche. Je suis un vrai zéro, le héros de personne. Je suis désolé, c'est un cadeau envoyé par les dieux. Et j'en ai marre de faire comme si ça l'était pas. En gros, chaque épisode a une sorte de quota à respecter, avec 2 chansons par épisode. Du coup, au fil du visionnage de la série, c'est devenu un petit jeu pour moi et Nick de repérer quand une chanson allait se lancer. Et je dis ça parce que dans cette série, croyez-moi quand je vous dis que tout est prétexte à lancer une chanson. Ça peut partir d'absolument n'importe quoi. Et le pire à cet égard, c'est peut-être l'épisode avec Donkey Kong voyant son cerveau transféré dans un robot. Alors déjà, la première chanson, en gros, c'est Didi qui n'arrive pas à expliquer à Donkey qu'il est un robot en s'exprimant normalement, alors il le fait en chantant. Ouais, vous vous souvenez de ce passage du film Tintin et le Temple du Soleil, avec le bègue qui chante au héros pour dire où est Tournesol? Bah voilà, c'est un peu la même chose là.
Surtout quand la musique elle-même... Je suis en métal, tout en métal, tout en métal, tout en métal. Je suis en métal, tout en métal, tout en métal. Mais La Palme, c'est la deuxième chanson, qui est sans doute pour moi la pire chanson de la série. Et je vous laisse voir d'où ça part. Je reste ici avec Candy au cas où l'ennemi se montrerait. Et qu'est-ce que tu vas lui faire? Lui prendre la tête? Je sais, il va nous faire qu'à sa tête. Si elle est bonne. Oui, ils font un slam d'un peu plus d'une minute sur des jeux de mots autour de la tête. On peut dire que cette chanson te prend la tête. Je croyais qu'on était d'accord et qu'on la ferait pas, celle-là. En tout cas, musicalement, c'est quand même surréaliste sur tous les aspects possibles, comme pratiquement tout le reste de la série. Mais vous savez ce que c'est la chose qui m'a le plus interloqué dans cette série? Les chansons? Non. L'animation et son esthétique à la ramasse? Non. Le boule énorme de Donkey souvent mis en valeur par la mise en scène? Non. C'est de constater tout le long de la série à quel point les personnages sont quand même des gros enfoirés. Sans rire, sauf les quelques fois où il agit comme un bouffon lui aussi, en général j'ai vraiment de la peine pour Donkey Kong. Et je me dis que ses amis ne méritent pas qu'il les sauve. Et je dis pas ça juste parce qu'ils sont assez vachards envers lui, ça passe encore. Non, ce sont juste des gros ingrats qui seraient capables de remettre la position de Donkey Kong en cause constamment pour un oui ou pour un non. Ouais, c'est pas faux. Et c'est démontré pas plus tard que lors de l'épisode 3, Rayé du pouvoir, qui... Bon, dans le fond, c'est le vieux coup du personnage accusé par les autres pour des trucs qu'il n'a pas commis. Déjà, cet épisode nous a donné une scène surréaliste où Donkey est accusé de draguer Dixie dans le dos de son petit copain Didi et... jugez par vous-même. Allez, donne-moi un gros bisou, Dixie. Cet imbécile de Didi n'en saura jamais rien. Elle est censée avoir quel âge déjà? Je sais pas, 7 ou 8 ans... Ah, je veux pas le savoir. Enfin bref, là où ça devient vraiment dérangeant, c'est qu'en gros, après que Donkey Kong ait été banni de l'île, ce qui pousse les autres à le débannir, c'est parce qu'il est le seul à pouvoir sauver leur peau face à King K. Rool. Voilà, c'est littéralement la seule raison. Pas parce que c'est leur ami ou parce qu'il prouve qu'il n'a pas fait les choses dont il est accusé, c'est parce que sans lui, il serait pas foutu de se démerder. Cela dit, je ne peux pas détester cet épisode personnellement, parce que c'est grâce à lui qu'on a ce bijou. Arrête avec ça, par pitié. Des os pas des os. Mais bon, de toute façon, pour moi, il y a pire à ce sujet, c'est vote de confiance. Dans cet épisode, les imbéciles ingrats qui servent d'amis à Donkey Kong décident purement et simplement de voter pour élire un éventuel autre roi de l'île. Comme ça. Choisir Donkey Kong pour être le prochain futur chef était certainement une belle bourde. Va te faire foutre, connard. Ils envisagent même d'élire King K. Rool. Vraiment, Donkey Kong, il ne te mérite pas. D'autant que les héros sont de gros racistes aussi. Il y a un épisode où Clop, le bras droit de King K. Rool, décide de devenir gentil et rejoindre le clan de Donkey Kong. Mais en gros, il se fait rejeter parce que... Sérieusement, l'essentiel de la nuisance qu'il représente, c'est parce qu'il fait quelques maladresses, ni plus ni moins. Non, vraiment, il n'y en a pas un pour rattraper les autres. Il y a juste quelque chose de malsain dans les relations entre les personnages. Il ne dégage pas quelque chose de sympathique, et ce n'est pas utilisé comme une vraie intention pertinente. Et c'est bête parce que, franchement, je pense que les scénaristes peuvent être tout à fait compétents quand ils le veulent, au moins pour écrire de la comédie. J'ai beau avoir craché sur l'épisode vote de confiance, en vrai c'est surtout parce que le comportement des personnages éclipse presque le fait que dans le fond, c'est une satire pas trop désagréable, et parfois même assez bien vue, du système électoral. Ce sont des parcelles comme ça qui me font dire que derrière la surface à multiples couches épaisses, il y a les prémices d'une série sincèrement correcte. Mais le truc fascinant avec Donkey Kong Country, c'est que ça a beau être globalement un échec, c'est un échec divertissant, et je dis ça sans cynisme. Sans rire, je me suis souvent amusé, et plusieurs fois les épisodes nous ont pris, moi et le cinéphile, par surprise avec une réplique ou une situation particulière. Ouvre la bouche, qu'est-ce que t'as à perdre? Oh, bah du poids. Il faut en effet rendre à César ce qui lui appartient. Pour tout ce que la série rate dans ce qu'elle entreprend, on ne peut nier qu'elle a une aura fascinante. Tout est tellement propice à l'interrogation dans le fonctionnement de cet univers, dans le style de cette série et tout le reste, que ça en devient une énigme fantastique. Nick a raison, on s'est surpris plus d'une fois à être diverti, plus souvent aux dépens de la série, mais parfois avec elle. Enfin, surtout Nick. Oui bon ça va, en tout cas je comprends pourquoi bien des gens ont une certaine nostalgie pour elle et lui trouvent des qualités sincères.
Pour moi, on est certainement dans le cas du potentiel bâclé, limité pour des raisons excusables et pour d'autres qui le sont moins, pour qu'au final on en retienne surtout l'image nanardesque. Et c'est un peu le problème avec les adaptations de jeux vidéo depuis des années. Quand on ne les retient pas pour leur réputation de nanar, le plus souvent elles sont au mieux oubliables, au pire sacrément décevantes quant aux soins qu'il leur est apporté. Effectivement, depuis les origines, l'exploration de ces nouveaux univers pour le jeu vidéo que sont le cinéma et la télévision ne s'est pas fait dans la douceur, rattachant moult franchises à des nanars ou à des purs navets. Et encore, on peut excuser la bouffonnerie bon enfant des premières séries d'animation Mario, voire même le film Mario des années 90 qui, bien qu'il se cassait constamment la gueule, tentait au moins un truc. Je ne le pense pas, c'est Nick qui m'a forcé à dire ça. Mais le plus souvent, ce média est traité avec dédain et mépris de la part des studios hollywoodiens et des marketeurs, prenant ce média pour du divertissement destiné à des dégénérés. Comme s'il n'avait aucune légitimité en tant qu'art, comme s'il n'avait pas le moyen de déployer de magnifiques univers ou du storytelling puissant. À tel point qu'on a du mal à compter les licences qui ont été martyrisées par des tâcherons et des faiseurs n'ayant absolument rien compris à ce média. On pourrait cesser de croire que le jeu vidéo a une chance de rester digne sur petit comme sur grand écran, mais les miracles existent, heureusement. Non seulement côté adaptation, par exemple avec Silent Hill de Christophe Gans, ou encore on ne la présente plus la série Wakfu d'Ankama Animation, Cocorico, mais aussi côté œuvre prenant le jeu vidéo de manière générale comme cadre principal, comme le Ready Player One de Steven Spielberg en 2018, le Existence de David Cronenberg, ou la série Glitch Tech chez Nickelodeon. Et ce, sans oublier tous les visual novels adaptés en animé japonais de qualité, comme la licence Fate Stay Night, ainsi que Clannad. Et bien sûr, la dernière petite bombe animée de la plateforme Netflix, Arcane, animée par une équipe française, doublement cocorico. Je ne l'ai pas encore vu, mais si la réputation de la série Arcane est une preuve suffisante, on voit bien que les fans peuvent toujours se rassembler devant une adaptation à la fois satisfaisante et bonne pour ses propres mérites. Cinéphile, est-ce que tu penses à ce que je pense? Je pense que oui, Nick, mais est-ce qu'une souris n'a pas mieux à faire la nuit que d'échanger nos dents contre une pièce de monnaie? Non, cinéphile. Arcane, et pas seulement Arcane, semble prouver qu'il y a toujours la possibilité d'un avenir radieux pour le jeu vidéo sur le petit comme le grand écran. Avec des adaptations faites par des passionnés qui ne se sont pas contentés de lire un résumé Wikipédia avant d'en faire la transfusion vers un autre art. Des œuvres comme Glitch Tech, on y revient, qui sont conçues par des personnes qui non seulement ont grandi avec les jeux vidéo, mais aussi qui les connaissent et les respectent, et veulent les représenter avec dignité. Même le film Sonic, qui avait été moqué dès ses premières images, est aujourd'hui bien vu de beaucoup de fans du hérisson bleu, qui sont même impatients de voir le deuxième film qui s'annonce, et qui peut promettre quelque chose de plus proche du matériel. Après une suite d'adaptations médiocres qui semblaient sans fin, se pourrait-il qu'on fasse bientôt face à une sorte de renouveau, et que la malédiction prendra fin ? Tu sais que pas plus tard que l'année dernière, on a eu un Monster Hunter fait par le même responsable que les adaptations de Resident Evil, ainsi qu'un énième Mortal Kombat complètement pété. Oui, mais c'est du passé, je veux dire maintenant, là. Oh oui, maintenant, comme lors de la période de sortie du film Uncharted. Oui, bon, ok, il y aura toujours des ratés, mais regardons vers l'avenir. Mais oui, regardons par exemple vers le Mario par les responsables des Minions. Oui, bon, d'accord, mais tu sais, Illumination, je pense qu'ils veulent quand ils le peuvent. Puis il y a Miyamoto qui surveille le projet pas loin, alors on peut peut-être espérer, merde. Bon, on va s'arrêter là. Merci Cinéphile de m'avoir accompagné dans l'exploration de cette jungle, terrible jungle. C'était une expérience. Plaisir partagé, si j'ose dire. Et n'hésite pas à me rappeler s'il a envie de te prendre parler d'une autre adaptation de jeu vidéo. Et de préférence une bonne cette fois. Bien reçu, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo bien sûr. On se retrouve lors de la prochaine chronique. Et avant de partir, ça te dit une petite dernière ? Allez, c'est parti mon coco! Un jour, un grand guerrier m'a montré que l'esprit doit être vite comme l'éclair, l'éclair. Je peux abattre tous les arbres à main nue. Je suis expert et champion de Kung Fu. Il est si malveillant, si méchant qu'il se fait peur. C'est moi le maître du Kung Fu, je suis si méchant. J'ai la trouille.